Mark Swift est un jeune Anglais de 33 ans qui habite à Londres. Son père, John, est britannique. Sa mère, Claudine, est française. Elle est née à Poitiers, le chef-lieu du département de la Vienne. En septembre 1963, Claudine est allée faire un séjour en Angleterre dans le cadre de ses études supérieures. Elle préparait une licence d'anglais et elle a passé une année dans une école secondaire à Richmond, près de Londres, comme assistante de français. Elle rencontrait John pour la première fois dans un club londonien le 22 novembre 1963, jour de son 23e anniversaire et de la mort du président Kennedy. Ils se sont tout de suite plu et ils se sont mariés 2 ans après, le 14 juillet 1966, autre date fatidique. Claudine a ensuite trouvé un poste de professeur dans un établissement secondaire de la banlieue londonienne et elle est restée en Angleterre, au grand désespoir de ses parents. John est employé de banque. Mark, leur fils unique, est né le 25 février 1970. Après ses études secondaires, il est allé à l'université pour préparer un BA de marketing et de français. Depuis 6 ans, il travaille dans une grande entreprise britannique spécialisée dans les équipements de sport et de loisirs. Il est complètement bilingue. La France le passionne. Sa curiosité n'a pas de borne et il ne rate jamais une occasion de parfaire sa connaissance de la langue et de la culture française. Pardon, la place est libre, s'il vous plaît? Oui, une seconde, j'enlève ma serviette. Merci. Permettez-moi de me présenter. Mark Swift. Enchanté. Pierre Castel. Vous êtes anglais? Oui. Eh bien, félicitations, votre français est excellent. Merci. Vous habitez Paris? Non, je suis ici pour affaires. Je vis dans le sud-ouest, à Villeneuve-sur-Lot, une petite ville entre Bordeaux et Toulouse. Je vois que vous avez l'accent. Vous êtes originaire du sud-ouest? Moi, oui, mais mes parents sont nés dans le nord. Mon père est natif de Lille et ma mère de Charleville. Ah, le pays noir. Oui. Ils sont partis dans le sud-ouest 2 ans avant ma naissance. À cause du climat? Non, pas vraiment. Mon père était enseignant et il a été muté dans le sud-ouest. Vous avez encore de la famille dans le nord? Très peu. Quelques cousins. Mes grands-parents sont décédés. Et vous avez toujours vos parents? Oui, ils sont maintenant à la retraite et le climat du sud-ouest leur réussit. Ils se portent très bien. Et vous avez quel âge? 36 ans. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis libraire. Et vous? Je suis dans le marketing des équipements sportifs et de loisirs. Et le travail marche bien? Pas mal, mais la conjoncture n'est pas très bonne en ce moment. Je sais, pour nous non plus. Est-ce qu'il y a beaucoup d'industries dans votre région? Non, peu en fait, sauf dans les grandes villes. Elle était traditionnellement agricole, mais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les activités agricoles ont diminué. Pourquoi? Parce que la concurrence étrangère est devenue très forte et que les jeunes ne veulent pas rester à la campagne. Ils préfèrent aller vivre à la ville, avoir des horaires fixes, un bon salaire, des loisirs, des vacances assurées. Certains doivent le regretter. C'est sûr. Mais quand ils prennent leur retraite, ils reviennent au pays. Ah, voilà mon train. Merci de votre compagnie. Si vous passez par Villeneuve, venez me voir. Mais donnez-moi un coup de fil avant. Je suis souvent en déplacement. Voilà ma carte. Merci, c'est très gentil à vous. Je n'y manquerai pas. Bon voyage! Allô? Je voudrais parler à monsieur Daniel Dufresne, s'il vous plaît. Une seconde, je vous le passe. Papa! Le téléphone pour toi! Allô? Ici Daniel Dufresne. J'écoute. Bonjour, monsieur Dufresne. Mark Swift à l'appareil. Marc, quelle surprise! Où es-tu en ce moment? Je suis à Poitiers depuis 2 jours pour affaires, alors je vous passe un coup de fil. C'est sympa. Tu restes ici pour quelques jours? Non, jusqu'à demain matin seulement. Mais si ça ne vous dérangeait pas, je pourrais passer pour vous dire un petit bonjour. Mais bien sûr. Tu es à l'hôtel? Oui, au Métropole, en face de la gare. Et tu es libre ce soir? J'ai un client à voir cet après-midi à 3 heures, mais je devrais avoir fini vers 4 heures au plus tard. Bon, écoute, je passe te chercher à 5h30. On prend un petit apéritif ensemble et tu restes dîner avec nous.
C'est très gentil, mais je ne veux pas vous déranger. Mais pas du tout. Élise est montée à Paris pour une réunion de travail. Elle rentre dans 2 jours, mais Audrey et moi, nous allons te préparer un petit quelque chose à manger. Tu peux passer la nuit chez nous si tu veux. C'est très gentil, mais je reprends le TGV pour Paris demain matin à 6 heures. Bon, alors je te ramènerai à ton hôtel après le dîner, ça va? D'accord. Merci et à bientôt. Au revoir, Marc. Alors, si je comprends bien, ta mère veut revenir au pays. Oui, la France lui manque un peu, je crois. C'est normal, c'est le plus beau pays du monde. Vous ne pensez pas que vous... Tu peux me dire tu. D'accord. Tu ne penses pas que tu exagères un peu? Audrey n'a pas tout à fait tort. Nous, les Français, nous avons beaucoup de chance. Le climat, les paysages, la nourriture, enfin, tout ce qu'il faut pour être heureux. En Angleterre aussi, il y a de beaux coins. Peut-être, mais il pleut toujours chez vous. Je suis désolé, mais c'est un mythe. Il fait un temps superbe à Londres en ce moment. L'exception qui confirme la règle. De toute façon, la preuve est là. Il y a des tas d'étrangers qui viennent s'installer chez nous, soit pour travailler, soit pour prendre leur retraite. C'est vrai, mais chez nous, on dit que les Français sont xénophobes. Désolée, je ne suis pas du tout d'accord. Autrefois, peut-être, mais de nos jours, non. Grâce à l'Europe, on est devenu plus ouvert et plus tolérant. Bien sûr, il y a toujours des exceptions et des partis politiques extrémistes comme le Front National qui encouragent ces sentiments. De toute façon, il faut être logique. Si quelqu'un vient chez nous et refuse de faire des efforts pour s'intégrer, pour parler la langue, alors il est mal vu, c'est sûr. C'est une question de respect de la culture. Moi, je connais pas mal d'Anglais qui vivent ici. Ils ont fait un réel effort pour s'intégrer et ils sont très bien acceptés. Il faut dire aussi que pour la technologie, la mode, la nourriture, la France a été et est encore à la pointe du progrès. Le Minitel, le TGV, Concorde et j'en passe. Cocorico, ma fille. Je te demande pardon, Audrey, mais Concorde était un projet franco-britannique. Et pour la mode, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus. L'Angleterre a des grands couturiers. On dit que les Françaises sont très chics, mais la dernière fois que je suis venu à Paris, je n'ai pas eu cette impression. Tu n'étais pas dans le bon quartier. Peut-être. Et tu penses que la France mérite toujours sa réputation de pays du bien vivre? Absolument. D'ailleurs, tous les grands cuisiniers sont français. Désolé de te contredire, mais en Angleterre, il y a maintenant d'excellents chefs cuisiniers qui présentent des programmes à la télé pour encourager les gens, surtout les hommes, à faire la cuisine. C'est une bonne chose, surtout de nos jours où les femmes travaillent à l'extérieur. Pas vrai, papa? Je suis tout à fait d'accord sur ce point. Papa est un amour. Il cuisine, il fait le ménage pendant que maman se promène. À propos d'amour, tout le monde dit que les Français sont les meilleurs amants du monde. C'est traumatisant pour les autres. Mais c'est absolument vrai. Dis donc, tu es un peu jeune pour juger, toi. Non, je crois qu'il faut être modeste sur ce point. Je ne suis pas sûr que nous méritions encore cette réputation, qui est très subjective et vient en partie de la littérature. Mais le fait est que nous savons à l'occasion être romantiques et les étrangères craquent quand elles entendent un accent français. De toute façon, comme on disait en 68, il vaut mieux faire l'amour que la guerre. Sans aucun doute. À propos de guerre, les Britanniques ont l'impression que les Français sont prêts à se révolter pour un oui ou pour un non. C'est un peu vrai, nous sommes moins flegmatiques que les Britanniques. À mon avis, c'est le climat. N'importe quoi. En tout cas, les manifestations d'agriculteurs, les barrages sur la route des vacances, les sit-ins dans les écoles et les universités, on n'a pas ça chez nous. C'est l'héritage de 1789. C'est dans les gènes. Bon, assez discuté. Si on passait à table. Bonne idée. J'ai une faim de loup. La retraite de Russie, 1812. Il neigeait. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour, l'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou, fumant. Il neigeait. L'âpre hiver fondait en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau. Hier la grande armée et maintenant troupeau. On ne distinguait plus les ailes ni le centre. Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre des chevaux morts. Au seuil des bivouacs désolés, on voyait des clairons à leurs postes gelés, restés debout, en selle et muets, blancs de givre, collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre.
Boulets, mitrailles, obus, mêlés aux flocons blancs pleuvaient. Les grenadiers, surpris d'être tremblants, marchaient pensifs, la glace à leurs moustaches grises. Il neigeait toujours, la froide bise sifflait. Sur le verglas, dans ces lieux inconnus, on n'avait pas de pain, et l'on allait pieds nus. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Un petit noir, s'il vous plaît. C'est bien calme chez vous ce matin. Vous savez, à cette heure-ci, c'est normal. Vous êtes de passage? Oui, je suis ici pour affaires. Vous travaillez dans quelle branche? Les équipements de sport et de loisirs. Ah, c'est une industrie en expansion, pas vrai? Par rapport au reste de l'économie, oui. Et vous, vous tenez ce café depuis longtemps? Oui, je suis venu ici il y a plus de 30 ans. Comme employé? Non, comme patron. Voilà votre café. Merci. Vous avez commencé votre carrière ici? Non. Avant de venir à Reims, ma femme et moi, nous étions gérants d'un débit de boissons, pas loin d'ici, dans un petit village de 300 habitants. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Reims? La population du village devenait trop faible pour nous permettre de gagner notre vie. Pourquoi ça? Parce que les jeunes ne voulaient plus rester à la campagne. Ils étaient attirés par la ville, les salaires, les conditions de travail et tout ça. La population diminuait constamment. À la fin, on réussissait juste à joindre les deux bouts. Alors un jour qu'on était venu faire des courses en ville, ma femme et moi, on a vu ce café en vente dans une agence immobilière. On a pris notre courage à deux mains, et voilà. Et les affaires marchent bien ici? Moyennement, faut pas se plaindre. Heureusement, je fais aussi bureau de tabac. Et vous n'avez jamais eu de remords? À quel sujet? Eh bien, à cause du fait que vous vendez des produits dangereux pour la santé, l'alcool et le tabac. Oh, il faut regarder les choses en face. D'abord, les gens ne sont pas obligés de consommer ces produits. Ensuite, si je ne les vends pas, c'est un autre qui le fera. Et en plus, on dit que l'alcool est bon pour la santé. Je veux bien vous croire. Et les choses ont bien changé depuis votre arrivée à Reims. Oui, autrefois, les gens venaient au bistrot pour rencontrer leurs copains et prendre un verre à midi ou le soir avant de rentrer à la maison. On bavardait, on jouait à la belote. Le bistrot était une institution. Il jouait un rôle essentiel dans la société française. Vous venez de dire que le bistrot jouait un rôle essentiel dans la société française. Vous ne pensez pas que c'est un peu exagéré? Pas du tout. Vous savez sans doute qu'à Paris, les artistes, les écrivains se réunissaient dans les cafés pour échanger leurs idées, discuter de philosophie, etc. J'admets que dans les établissements de province, c'était plus terre à terre. Mais on discutait des événements de la journée ou de la semaine, de la politique. De la politique du café du commerce? Peut-être, mais au moins on communiquait. Quelquefois, les clients vous racontaient leurs problèmes. On les écoutait, on leur donnait des conseils. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. La majorité des gens ne vont plus au café. Ils rentrent directement chez eux et s'installent devant la télé. Ils achètent l'alcool au supermarché et ils boivent à domicile. Si vous voulez mon avis, ça, c'est un danger. Surtout pour les mineurs. Ils ont accès à l'alcool sans contrôle. Nous, on ne servait pas les mineurs, les moins de 18 ans. Donc, il a fallu s'adapter. Maintenant, on fait un peu de restauration. Ma femme cuisine des trucs simples, sandwich, steak frites, ce genre de trucs. Et ça vous aide? Un peu. Le problème, c'est qu'il y a des tas de petits commerces comme les boulangeries et les pâtisseries qui font la même chose maintenant. Et puis, il y a les pizzerias, les McDo, et j'en passe. Entre nous, je suis un peu d'accord avec José Bové. Avec qui? José Bové, vous connaissez pas? Non, je suis anglais. Vous êtes anglais? Alors là, chapeau, hein. J'aurais jamais deviné. Merci. Vous disiez à propos de José Bové? C'est un paysan qui a démonté un McDo en 1999. On l'a surnommé Robin des Champs, à l'image de votre Robin des Bois. Faut dire qu'il y a pas mal de Français qui sont d'accord avec lui. Avouez que c'est une honte d'avoir des trucs comme ça chez nous, quand on a la meilleure réputation du monde pour la bouffe. Vous n'avez pas tort. Je vous dois combien pour le café? Qu'est-ce que tu fais? Je répare cette chaise. Je savais pas que tu étais bricoleur. Tu peux m'aider un peu? Oui? Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux aller chercher le marteau qui est sur la table. Oui? Il est où? À côté de la boîte à outils, tu le vois? Ah oui, tiens. Non, tu vas taper pendant que je tiens les pieds de la chaise. Ici? Oui, mais ne frappe pas trop fort. Comme ça va? Oui, continue. Super.
Maintenant, apporte-moi les vis et un tournevis. Tiens. Non, j'ai dit des vis, pas des clous. Et c'est un cruciforme qu'il me faut. Un quoi? Un cruciforme. Laisse tomber. Tu vas tenir les pieds de la chaise et je vais m'occuper du matériel.